Ça va? Merci. Donc, bonjour à tous. Voilà, Thierry Vincent. Voilà. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, voire pour ceux qui ne les ont pas encore terminées, je vous souhaite une bonne fin de vacances. Vous dire que c'est le premier conseil municipal de cette nouvelle session, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, nous allons le commencer en faisant l'appel. Donc, Monsieur Couston, Madame Fonturial, Monsieur Segelski, Madame Mussio, Monsieur Baume, Madame Eubide, Monsieur Ray, Madame Graziano-Bail, Monsieur Berthaumieux, Madame Rouquayrol absente à donner procuration à Madame Eubide, Madame Anglezan absente à donner procuration à Madame Fonturial, Madame Salinas, Monsieur Suot, Madame Boissel, Monsieur Masse, Monsieur Abadli absent, Madame Sage, Monsieur Hill, Monsieur Ouattizerga, Madame Herbé, Monsieur Sénas, Madame Fournier absente en congé à donner procuration à Monsieur Roux, Monsieur Roux, Madame Servol, bienvenue, Monsieur Pommier, Madame Borde absente à donner procuration à Monsieur Pommier, Monsieur Viry, Monsieur Morelli, Madame Marquez, voilà, on s'est vu ce matin sur le marché, Monsieur Nass, Monsieur Vincent et Monsieur Jacquel. Voilà, je vous remercie. Voilà, secrétaire de séance, Madame Fonturial. Voilà, donc je vais d'abord procéder à la question numéro 1, qui est l'installation de la nouvelle conseillère municipale. L'article L270 du Code électoral précise que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelle que soit la cause. L'article 221-21-4 du Code général des collectivités territoriales précise que la démission est définitive dès la réception par le maire. En conséquence, suite à la démission de Madame Fatia El-Kotri du 19 juin 2023, Madame Françoise Servol de la liste Bagnole 2020, Continuons ensemble, devient conseillère municipale. Voilà. Ouais, voilà. Alors, son cœur bat énormément. Hein, voilà. Oui, oui, je te laisse la parole. Donc, Madame Servol, vous êtes installée. Donc, on va vous donner le micro pour que vous nous fassiez une petite déclaration. Ben, je voulais remercier d'avance tout le conseil municipal. Je suis heureuse d'intégrer le groupe. Et voilà, je suis bagnolaise, j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Et j'espère mener ma mission à bien. Voilà. Merci beaucoup de me faire confiance. Merci Madame Servol. Donc sa délégation sera l'inclusion du handicap dans la cité. En ça, elle renforcera Madame Saninas qui est juste à côté et Madame Fonturial. Voilà. Une fois que Madame Servol est installée, je vous propose que nous rajoutions sur table 2 questions. Une première qui concerne la désignation d'un référent déontologue de la commune. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, on peut la rajouter. Deuxième question qui est les travaux de la place Bertin-Boissin, révision du périmètre relatif à l'aide financière exceptionnelle pour les pertes d'exploitation des commerces. Y a-t-il des oppositions, des votes contre? Donc, ces 2 questions seront rajoutées à l'ordre du jour. Voilà. Donc, je commence le déroulé du conseil municipal par l'approbation du procès verbal de la séance du 4 mai 2023. Y a-t-il des interventions sur ce compte-rendu?
Non. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc ce compte rendu sur le procès verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 3, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, sur ce, je souhaitais que cette question, qu'on modifie le règlement intérieur du conseil municipal pour le rendre plus précis, du fait que bon, les groupes politiques se sont un peu, j'allais dire, éclatés, que c'est un petit peu, je voulais qu'on le précise dans le moindre détail et qu'il soit beaucoup plus lisible et qu'il soit d'une application beaucoup plus simple. Sur ce, j'ai reçu cet après-midi à 13h04, si je ne me trompe pas, des propositions d'amendements, qui sont au nombre de 16, excusez-moi, et qui reprennent des amendements qui sont, à 13h, depuis 13h, je n'ai pas eu le temps de beaucoup les parcourir, mais j'en ai parcouru quelques-uns, qui me semblent, dans certains cas, justifiés, dans d'autres cas, moins justifiés, mais qui me posent un problème, c'est sur le fond de l'acceptation juridique de ces amendements. Donc, je coupe absolument pas, on en parlera, vous inquiétez pas, mais j'ai un souci, c'est de savoir si les amendements qui sont ici, si on les retenait, sont juridiquement acceptables. Donc, ce que je vous propose, et croyez, moi, ce n'est pas pour éluder la question, mais ce que je vous propose, c'est que déjà, qu'on retire la question numéro 3, et on y reviendra, on le votera au prochain conseil municipal, je m'y engage. Entre-temps, c'est l'ensemble de ces amendements, je vais les donner au service juridique de la mairie pour voir si juridiquement il y a qu'on ne fasse pas de bêtises. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a acceptés ou pas acceptés, mais si on les accepte, qu'il y avait une impossibilité juridique, je ne tiens pas à ce que dans cette assemblée on vote ce type de document. Donc je vais le transmettre à notre service juridique. Ici présente, dont la chef de service était ici présente, pour qu'il y ait une analyse. Une fois que cette analyse va être faite, ce que je m'engage, c'est qu'on fasse une réunion en mairie, avec les différentes composantes de l'opposition et de la majorité, et qu'on voit si ces amendements peuvent être intégrés ou pas au règlement. Ce que je vous propose, c'est ce travail de discussion, ce travail d'amendement, ce travail de préparation. Et si tout fonctionne bien, si on le votera au prochain conseil municipal, là, bon, bien sûr, le jeu politique fonctionnera à plein. Il y aura on le votera soit à l'unanimité, soit à la majorité, on ne le votera pas du tout. Mais en tous les cas, on sera sûr que ce travail de préparation et surtout ce travail de vérification juridique soit fait et qu'on n'ait pas à voter quelque chose qui, croyez-moi, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et qu'on vote surtout quelque chose qui ne soit pas légal. Voilà. Est-ce que vous avez des interventions? Et donc, je vous propose de juste reporter. Entre-temps, on a le règlement intérieur actuel qui s'applique. Et je vous propose qu'au prochain conseil municipal, on vote le nouveau règlement, à la fois vérifié juridiquement et à la fois avec une discussion qu'on puisse avoir entre nous, avec toutes les composantes du conseil municipal. Et à partir de là, s'effectuera un vote. Voilà. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jacquel. Bon, bonjour tout le monde. Donc les amendements, c'est moi-même qui les ai posés. Bon, c'est une sage décision de retirer la délibération et puis. C'est pas une sage décision, c'est juste. C'est sage parce que les ayant reçus à 13h, oui, je ne pouvais pas décemment les. Vous verrez juridiquement, c'est très correct. Par contre, je l'espère. Je peux parler, voilà. Je trouve dommage quand même d'envoyer 16 amendements pour pouvoir après discuter ensemble du règlement intérieur. Lors de 2020, de votre prise, on va dire, de votre élection, vous l'avez fait avec les deux chefs de groupe. Là, aujourd'hui, il a fallu que je pose 16 amendements pour être écouté. Voilà, c'est dommage. Non, vous l'avez pas posé. Vous avez posé 16 amendements, non pas pour être écouté, mais pour faire un travail que vous avez fait. J'en suis très content. Et encore une fois, je suis entièrement
transparents sur cette affaire-là. On va les analyser, on va vérifier juridiquement, on va discuter ensemble et on les adoptera, on ne les adoptera pas. Ça, c'est après le jeu démocratique qui jouera. Juste une dernière chose. J'aimerais savoir pourquoi, au bout de 3 ans, à mi-mandat, on intervient comme ça et puis on refait un règlement. J'espère que ce n'est pas suite à quand j'ai sollicité le préfet. Pas du tout, hein, c'est simplement parce que j'ai sollicité 2 fois le préfet, 2 fois il vous a saisi. Oui, non, mais il m'a saisi, je lui ai répondu, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. La saisie du préfet, vous n'en avez pas un panache, hein, régulièrement, il me saisit sur plein de sujets, je lui réponds, c'est un jeu démocratique, normal, et ce n'est pas la première fois, et croyez-moi, ça ne sera pas la dernière fois. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on procède ainsi? Ouais. Monsieur Pommier. Bonjour, monsieur le maire, et bonjour à tout le monde. Simplement pour vous dire, mais vous m'avez pratiquement coupé mon intervention puisque vous retirez la question. Simplement, je suis heureux de voir, tout comme M. Jacquel, que vous associez les membres de l'opposition à la rédaction du nouveau règlement intérieur, puisque vous l'aviez fait au lendemain de votre élection. Voilà, simplement, juste un mot. La politique, à mon sens, exige de l'intelligence et du bon sens, ce qui exclut toute forme de sectarisme ou d'intolérance, état d'esprit que nous avons toujours condamné. Alors je suis heureux, effectivement, de voir qu'à travers les propositions que vous nous faites, que les choses avancent. Merci à vous. Merci. Bon, écoutez, je retire cette question, on l'abordera au prochain conseil municipal. Entre-temps, vous avez compris le travail qui nous attend et qui nous attend tous. Voilà, donc je passe à la question numéro 4, modification de la liste des membres de la commission des affaires financières, de la commande publique et de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique. Bon, je vous fais grâce de la lecture de la délibération. Et donc, pour faire simple, nous allons remplacer à chaque fois que Mme Fatia El-Kotri était citée dans une case, on la remplacera par Mme Servol. Donc, je rappelle la liste des titulaires pour cette commission. Madame Fonturial, Monsieur Baume, Monsieur Couston, Monsieur... Non. Voilà. Madame Anglezan, par Madame Anglezan, Madame Marquez, Monsieur Viry, Monsieur Pommier, Monsieur Vincent. Donc, en suppléant, Madame Muffio, Madame Graziano, Monsieur Mas, Monsieur Ray. Et donc, là, nous ajoutons Madame Servol. Voilà, vous ferez partie en tant que suppléante de cette commission. Monsieur Morelli, Monsieur Nas, Madame Borde et Monsieur Jacquel. Voilà, en suppléant. Oui. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, vous êtes installé, Madame Servol, à cette commission. Question numéro 5. Passage à la nomenclature comptable et budgétaire B57 du 1er janvier 2024 et adoption du règlement budgétaire et financier. Préparez-vous. Monsieur Vigneron, vous me rejoignez. Voilà. Donc, il est rappelé que l'article 106 de la loi de 2015, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics territoriaux au 1er janvier 2024 d'abandonner l'instruction de la M14 au profit d'une nouvelle nomenclature dénommée M57. L'instruction comptable M57 prévoit de nouvelles règles comptables tout en maintenant les principes de la M14 du vote par nature ou fonction de budget. Il introduit le principe de pluralité. La M57 définit les autorisations de programme, les AP, les autorisations d'engagement AE, et elle prévoit que les AP et les AE soient votés lors d'une étape budgétaire. Que l'Assemblée se dote d'un règlement budgétaire et financier fixant les règles de gestion des AP et des AE et réalise un bilan de gestion pluriannuel lors du vote du compte administratif. Fongibilité des crédits. L'exécutif a désormais la faculté, s'il est autorisé par l'Assemblée délibérante, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre et à l'exclusion du chapitre 12, le chapitre de dépenses du personnel.
La gestion des dépenses imprévues. Concernant les dépenses imprévues, la M57 prévoit la possibilité de voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues. Ces mouvements sont pris en compte dans le plafond relatif de la fongibilité des crédits. Application de la fongibilité des crédits, l'instruction comptable M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs, comme j'ai pu le dire précédemment, du personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune de sections. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante de ces mouvements de crédit lors de la plus proche séance du conseil municipal. À l'intérieur de ces plafonds, l'Assemblée délibérante pourra voter des autorisations de programme en investissement, des autorisations d'engagement en fonctionnement, de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Adoption du règlement budgétaire et financier, la mise en œuvre de la nomenclature M57 enregistre la mise en place d'un règlement budgétaire et financier. Ce règlement formalise et précise les principales règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion de la collectivité et permet de regrouper dans un document unique les règles fondamentales auxquelles sont soumis l'ensemble des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire. En tant que document de référence, il a pour principal objectif de renforcer la cohérence et l'harmonisation des pratiques de gestion. Le règlement assure la permanence des méthodes et la sécurisation des procédures. Valable pour la durée de la mandature, il pourra être actualisé en fonction de l'évolution des dispositifs législatifs ou réglementaires ou pour tenir compte de la nécessaire adaptation des règles de gestion. Donc, compte tenu de cette obligation réglementaire, il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du passage à la M57 au 1er janvier 2024. Bonne chance, monsieur Vigneron, pour le budget principal et l'ensemble des budgets annexes. Adapter le règlement budgétaire et financier de la ville de Bagnols-sur-Cèze, joint en annexe à la présente délibération et applicable au budget principal et bien sûr à l'ensemble des budgets annexes. Y a-t-il des questions ? Bon, je le mets au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question suivante, si je la retrouve. Encore un coup. Bon, juste avant. Voilà. Question numéro 6. Finances et règles d'amortissement comptable et instructions budgétaires et comptables M57. Immobilisation incorporelle et corporelle, subvention des d'équipements transférables. Il a rappelé que l'article, fameux article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la fameuse loi NOTRe, impose aux collectivités et à leurs établissements publics d'abandonner l'instruction de la M14 au 1er janvier 2024 au profit d'une nouvelle nomenclature. Si vous permettez, je vais passer jusqu'à le paragraphe suivant. Il est rappelé que les communes et les groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenus d'amortir leurs biens. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement de la dépréciation des biens et d'engager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. L'amortissement comptable couvre toutes les immobilisations dont la collectivité a le contrôle, biens propres, y compris ceux reçus à disposition ou en affectation. Dans ce cadre, la ville de Bagnols-sur-Cèze procède à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé, à l'exception des œuvres d'art, bien sûr, des terrains, des frais d'études et insertion suivis de réalisation, des immobilisations remises en affectation ou à disposition, des agencements et aménagements de terrains et des réseaux et installations de voirie. Au cas particulier des bâtiments publics, il est proposé, conformément à l'article dont je vous fais grâce, de continuer à neutraliser leurs amortissements afin de ne pas les intégrer à l'équilibre budgétaire de la collectivité. Les seuils et les durées d'amortissement sont fixés librement par l'Assemblée délibérante pour les différentes catégories de biens.
Concernant la durée d'amortissement figurant dans l'annexe de la délibération, ces durées correspondent effectivement aux durées habituelles d'utilisation des biens concernés. Voilà. Donc derrière, les faits importants, c'est qu'aujourd'hui, les seuils des biens à faible valeur est à 1 000 euros, alors qu'il était jusqu'ici à 500 euros. Les subventions d'équipement servant à réaliser ou à financer les immobilisations qui font l'objet d'une dotation aux amortissements seront amortissables, chose qui jusqu'ici n'était pas le cas. La nomenclature M57 impose le principe et l'amortissement d'une immobilisation de manière linéaire avec l'application du prorata temporis à compter de la date de la mise en service du bien, ce qui est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on démarrait à N plus l'année suivante. Donc aujourd'hui, l'amortissement va commencer beaucoup plus rapidement. De façon dérogatoire et à la règle du prorata temporis, il est proposé pour les biens de faible valeur de les amortir en une année unique au cours de l'exercice suivant les acquisitions. Donc tous les biens inférieurs à 1 000 euros de faible valeur, on les amortit dans la même année. On ne les traîne pas pendant 10 ans, 10 euros par 10 euros. Les frais d'études, les frais d'insertion, les subventions d'équipement versées et reçues qui n'ont pas vocation à rester dans l'inventaire une fois amortis seront également calculés sans prorata temporis. Au vu des éléments exposés ci-dessous, il est proposé de rapporter au 31 décembre 2023 la délibération numéro 178/96 du 9 décembre 1996, donc le tableau d'amortissement que nous utilisions daté depuis 1996, approuver la durée d'amortissement telle qu'annexée à la présente délibération, fixer le seuil des biens de faible valeur à 1 000 euros, appliquer la méthode d'amortissement linéaire au prorata temporis à compter de la mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2024, aménager la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur, les frais d'études, les frais d'insertion et subventions versées et reçues. Appliquer l'amortissement par composant au cas par cas, à condition que l'enjeu soit significatif, continuer à neutraliser les amortissements des bâtiments publics, appliquer ces règles à tous les budgets en M57 de la ville de Bagnoles à compter du 1er janvier 2024. Je suis désolé d'avoir été long, mais c'est de la comptabilité. C'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais un peu rébarbatif par moment. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 7, cession de véhicules municipaux. Merci, monsieur Vigneron. Voilà, vous pouvez. Voilà. Monsieur le maire rappelle que la ville de Bagnols-sur-Cèze acquiert régulièrement des véhicules pour permettre aux différents services municipaux d'exercer leurs activités. À ce titre, la ville de Bagnols-sur-Cèze possède notamment des véhicules suivants: un Iveco de 192 000 km, un Renault Kangoo de 132 000 km, une Fiat Punto de 129 500 km, une Renault Clio Campus de 171 000 km, une Citroën C3 de 63 000 km. Vous voyez aussi les dates, je ne dis pas les dates de mise en circulation, mais vous pouvez apprécier. Un Ford Transit de 99 pour 116 545 km et un Citroën Berlingo qui a environ 120 000 km. Ces véhicules ne correspondent plus aux besoins de la commune et se trouvent économiquement irréparables et doivent être immobilisés ou réformés. En conséquence, la commune souhaite procéder à sa vente et les sortir de l'inventaire patrimonial. La société Alcopa, dont le siège social est situé 13 rue Madeleine Michely à Neuilly-sur-Seine, propose de se porter acquéreur de l'ensemble des véhicules susmentionnés au prix suivant. Donc vous avez les prix, le total fait une somme de 10 000 euros. Voilà. Au vu des éléments exposés ci-dessous, il est proposé d'approuver la cession de l'ensemble des véhicules listés ci-dessus à la société Alcopa au prix indiqué dans le tableau récapitulatif, d'autoriser monsieur le maire à signer les certificats de cession des véhicules, d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à la vente de ces biens. Voilà, y a-t-il des interventions? Je sais pas.
Monsieur Vincent. Le total mentionné est erroné. Il manque un zéro, hein, 10 000 euros. Hein. D'autres interventions? Monsieur Jacquel. Oui, ces véhicules, c'est ceux qui vont être en partie remplacés par des véhicules électriques que la dernière fois vous avez plus ou moins évoqué. Partiellement, enfin c'est plus compliqué que ça, c'est pas un véhicule pour un véhicule, hein. C'est toute une flotte, on a une vision d'ensemble sur la flotte. Voilà, je le mets au vote. Est-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je rappelle que dans le public, aucune intervention ne doit être faite. Voilà. Merci. Tableau, question numéro 8. Madame Fonturial, modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs. Excusez-moi, merci Monsieur le maire. Comme régulièrement nous sommes amenés à le faire, il s'agit de modifier le tableau des effectifs de façon à ce qu'il corresponde à la réalité. Donc, on vous propose les modifications suivantes. En création, un poste du cadre d'emploi d'adjoint d'animation à temps complet. Il s'agit de la mutation d'un agent de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien après PPR, c'est-à-dire des évolutions professionnelles, des reclassements. Un poste du cadre d'emploi d'adjoint administratif à temps complet. C'est un changement de filière pour un agent titulaire du grade d'adjoint technique principal, 2e classe. Et enfin, un poste du cadre d'emploi d'adjoint administratif à temps complet. Il s'agit là de la mutation d'un agent après affectation sur poste vacant dans le cadre du schéma de mutualisation. Cette question a été présentée à la Commission des affaires financières, commande publique, modernisation des ressources humaines et tranquillité publique du 23 août 2023. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question numéro 8 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 9. Madame Fonturial, rapport d'activité 2022 du contrat de ville du Gard rhodanien, partie QPV Bagnols-sur-Cèze. La loi numéro 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit la signature de contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale pour la période 2015-2020, prorogés par avenant en 2021, 2022 et 2023. Le contrat de ville du Gard rhodanien signé le 9 juillet 2015 concerne les communes de Bagnols-sur-Cèze pour les quartiers prioritaires Escano, Citadelle, Coronel, Vigan-Braquet, et de Pont-Saint-Esprit pour le quartier prioritaire Centre Ancien. Le décret 2015-1118 du 3 septembre 2015 prévoit la réalisation d'un rapport annuel présenté pour avis aux assemblées délibérantes de l'EPCI et des communes concernées sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Le Conseil citoyen est lui aussi sollicité pour émettre un avis et, s'il le souhaite, produire une contribution annexée au rapport. Le rapport d'activité présenté comprend les éléments suivants. Le rappel des orientations du contrat de ville, une synthèse des actions menées en 2022 au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires avec les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi qu'un état des lieux de la participation citoyenne à Bagnols-sur-Cèze et la synthèse des améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville proposé suite à l'évaluation du dit contrat réalisé en 2022. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver ce projet de rapport d'activité 2022 pour le bilan des actions réalisées en quartier prioritaire de la politique de la ville à Bagnols-sur-Cèze, dans les quartiers Citadelle, Coronel, Escano, Vigan-Braquet, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce rapport annuel. La question a été présentée à la Commission des affaires citoyennes, culture, festivités et cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, commande publique, modernisation, ressources humaines
et tranquillité publique du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Pommier. Oui, monsieur le maire. À savoir, est-ce que tous les objectifs ont été atteints par les porteurs de projets, les différents porteurs de projets, avec quels résultats? Ensuite, je note aussi que le comité citoyen cible un défaut de communication comme l'an passé. Est-ce que l'écriture du nouveau contrat ville qui doit intervenir cette année, est-ce que cette défaillance sera surmontée au sein de ce nouveau contrat ville? Alors, s'agissant des objectifs, le contrat de ville, il comprend des projets portés par différentes associations dans le cadre d'un appel à projets annuel. Les différentes actions ont pu être mises en place. Et globalement, dans les différentes réunions et comités de suivi que nous avons mis en place, les objectifs qui étaient les leurs ont été atteints. En tout cas, les choses ont été mises en place. Dans la plupart des projets, les actions sont positives et satisfaisantes. Sur certains projets, la question sera posée au moment du nouvel appel à projets qui va se préparer au cours de ce mois d'octobre, de façon à ce que les candidats, s'ils renouvellent les projets de l'année précédente et que nous considérons comme n'ayant pas atteint les objectifs nourris, nous ne les retiendrons probablement pas. En tout cas, la commission qui statue sur les appels à projets ne les retiendra pas. Nous y sommes extrêmement vigilants dans le cadre des comités de suivi. Il y a des actions qui fonctionnent très très bien, comme j'avais cité dans la commission, comme l'école buissonnière, qui apporte beaucoup de bienfaits aux enfants qui y sont accueillis. Mais il y a tout un tas d'autres activités. Je ne peux pas venir sur l'ensemble des actions portées dans le cadre du contrat de ville, parce que je pense que je vous garderai jusqu'à minuit les uns et les autres. S'agissant du Conseil citoyen, en effet, ils ont, alors, dans le rapport qu'ils ont fait, qui est très bien fait, il y a des choses très positives et il y a quelques regrets sur la communication. En fait, ce n'est pas que nous ne communiquons pas avec eux, mais il y a certains dossiers comme le projet de réussite éducative, le contrat local de santé, sur lesquels il manque d'informations. Donc nous allons remédier à cela. Le projet de réussite éducative, je me suis d'ailleurs rapprochée de ma collègue Madame Mussio pour que nous puissions leur en faire une présentation. Et s'agissant du contrat local de santé, nous procéderons également de la même manière avec le concours de Sandrine Fouchereau, qui est la nouvelle coordinatrice santé au niveau de l'agglomération de communes. Et cette année, comme nous avions l'année dernière eu des observations sur le problème de communication, nous avons mis en place un accompagnement de ce conseil citoyen par monsieur Pambour, qui est un monsieur spécialisé dans l'accompagnement des conseils citoyens, qui a travaillé au niveau de la région sur ce thème, parce que s'improviser membre d'un conseil citoyen, de savoir comment présenter les choses, ça n'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise. Donc on les a, si vous voulez, on a fait une formation action pour ce conseil citoyen et monsieur Pambour les accompagne. Et dans ce cadre, il organise également la communication avec les services de la politique de la ville, mais également d'autres personnes utiles. Donc je pense que ça va aller plutôt en s'améliorant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé une amélioration et personnellement, je vais rencontrer à nouveau le conseil citoyen, je l'ai déjà fait, dans une réunion qui est très prochainement organisée. Voilà. D'autres interventions, monsieur Jacquel? Une question. Est-ce que la strate de la population rentre dans le cadre pour l'attribution du contrat de ville ou pas? Est-ce que c'est par rapport à la population, les habitants ou pas? Alors, le contrat de ville, il concerne les quartiers prioritaires de la ville. Quand on construit les quartiers prioritaires de la ville, on se base sur une méthodologie qui étudie les quartiles. Il y a par exemple, les personnes du premier quartile sont les personnes qui ont les revenus les plus bas et le dernier quartile, les revenus les plus hauts, dans le cadre d'une fourchette qui est établie par l'État.
Et les quartiers prioritaires sont zonés en petits carrés. En petit carré. Voilà, c'est une méthodologie. Et à chaque fois, on regarde différents critères, et notamment ceux des revenus, mais pas que, de la situation sociale. Et c'est ce qui permet de bâtir ce qu'on appelle la géographie du contrat de ville et de la politique de la ville. Donc c'est pas une strate, hein, Voilà, c'est juste donc. des critères et des bon, je le dis, c'est la préfecture et l'État qui gère cet ensemble-là. Bon, bien sûr, on discute, il y a des allers-retours, mais c'est pas automatique et c'est une discussion de longue haleine, sachant qu'en ce moment nous sommes en pleine reprise de la carte des QPV. Donc, juste pour finir, les démolitions ne rentrent pas dans le cadre. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a Voilà, rien à voir. on est d'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas... C'est rien à voir. Très bien. Voilà. Ok. Monsieur Vincent. Observation sur le paragraphe 5. Il y a évaluation du pilier emploi et développement économique. Alors, Excusez-moi, voilà. il ne marche pas le micro, non? Si, il marche, d'accord. mais... Bon, d'accord, pas de problème. Je parlais du paragraphe 5. Oui. Il est lui-même libellé. Évaluation du pilier emploi et développement économique. Et la première phrase est pas terrible quand même. Les actions dans ce pilier sont finalement peu nombreuses. Pourquoi finalement? 6 actions portées par 5 structures. Ça veut dire qu'initialement, il était attendu mieux? Alors, s'agissant, je l'ai redit déjà tout à l'heure, c'est un appel à projet et donc nous étudions les projets qui nous sont apportés. Si on n'a pas de projet dans certains domaines, ça n'est pas nous-mêmes qui pouvons les initier. Il faut des porteurs. Et si on n'a pas de porteurs, il y aura moins de projets. En revanche, nous, ce que nous pouvons faire au niveau des services supports en politique de la ville, c'est de travailler plus en amont avec d'éventuels porteurs pour renforcer cet axe développement économique et emploi qui, en effet, depuis plusieurs années, reste le point qui reçoit le moins d'appels à projet. Oui, parce Alors, que j'avais fait à peu près... Juste pour préciser, ce que vient de dire Madame Fonturial, donc c'est là en ce moment, vous avez compris qu'on est dans les appels à projets et qu'on est dans la définition d'un nouveau quartier politique de la ville. Et le constat, lorsqu'on discute avec la préfecture, le constat qui est fait, c'est que l'ensemble de cette action, qui était une action forte de des anciens objectifs, globalement sur l'ensemble du territoire de l'Hexagone, c'est passé à travers. On a beaucoup plus de porteurs de projets sur d'autres sujets. Et ce sujet-là, est force est de constater que pas évident, mais pas spécialement ici, partout. Mais c'est pourtant un aspect extrêmement important du dispositif. Parce que, bon, là, la suite, elle est bien aussi. On peut cependant craindre que cela ne concerne pas ou peu les habitants du quartier. On partage la même vision. Bon. Monsieur Jacquel. Oui, et, sur le paragraphe 6, il y a quelques lignes quand vous dites qu'on constate surtout ce qui est ressenti une accentuation des problèmes d'insécurité, notamment avec des très fortes présences de dealers pouvant venir d'ailleurs et mobilisant des très jeunes du quartier. À ce titre, la citadelle est aujourd'hui devenue une zone de non-droit par rapport au titre. Donc quand je lis tout ça, je suis né à Bagnoles. Non mais attendez. Là, on est sur, je vous rappelle, on est sur le rapport d'activité 2022. Donc restons sur le rapport d'activité 2022 si ça, voilà. Que vous soyez né à Bagnoles, que voilà, ça, on peut en pas parler, de souci. Voilà. Restons sur le rapport. Voilà. On peut l'énumérer le rapport. Non, mais on est dans la délibération. Il n'y a pas de souci. Ah, sinon, on a des rapports alors. Il y a des commissions, il est présenté aux commissions. Et invitez-moi aux commissions, puisque vous n'êtes pas titulaire, vous êtes suppléant. Non, je suis indépendant, je ne suis pas dans un groupe. Vous êtes suppléant. Mais vous verrez dans les amendements. Saisissez le préfet. Saisissez le préfet, comme vous à savez chaque faire. fois, il faut saisir Je le préfet. répondrai au préfet, il n'y a pas de souci. Voilà. D'autres questions? Allez, je me vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10, Madame Sage. Pardon, excusez-moi.
Donc, la révision de l'aide municipale à la rénovation des façades du périmètre principal de l'Opairu. Bagnols-sur-Cèze a intégré le dispositif Action Cœur de Ville depuis avril 2018, au même titre que 222 villes moyennes françaises. Pour construire un programme d'action cohérent de revitalisation du territoire, 2 études ont été lancées pour définir une stratégie et un projet urbain ambitieux. Une étude globale, une étude préopérationnelle d'Opairu, donc opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain. Cette note s'attache au volet de rénovation des façades du programme Opairu. En effet, l'Opairu est passé à l'étape opérationnelle depuis septembre 2021, avec pour objectif la réhabilitation du parc de l'habitat du centre ancien de Bagnols-sur-Cèze. Lors de la signature de la convention de l'Opairu le 16 décembre 2020, il a été notamment convenu la conception des outils suivants. La valorisation du patrimoine architectural par la mise en œuvre de campagnes de ravalement de façades par des aides incitatives financières municipales. Couplée à la campagne de ravalement, la mise en œuvre d'aides à la restauration des devantures commerciales. L'objectif de cette aide est de favoriser l'embellissement de son paysage urbain et la revalorisation de son patrimoine immobilier ancien dans le centre-ville historique labellisé site patrimonial remarquable. Afin de mieux prendre en compte les éléments de patrimoine architectural de qualité ou ayant un fort impact urbain et conforter ainsi l'attractivité de la ville. Pour accompagner les propriétaires bailleurs ou occupants de cette démarche d'embellissement, la ville leur offre une aide technique, administrative et financière exceptionnelle. Il est proposé de modifier le règlement relatif à l'aide municipale à la rénovation des façades afin de l'étendre au ravalement rendu obligatoire. Le budget municipal alloué pour cette aide s'élève à 120 000 €. Dès que l'enveloppe budgétaire annuelle sera atteinte, les propriétaires devront patienter pour déposer le dossier l'année suivante. Il est proposé au conseil municipal de valoriser le règlement relatif à l'aide municipale à la rénovation des façades s'y annexées, de conduire l'ensemble des opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette opération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. Question présentée à la commission Travaux, Aménagement urbain, Environnement, Cadre de vie, ainsi qu'à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique le 23 août 2023. Merci. Des interventions sur cette question? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question numéro 10 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 11, Madame Herbet. Convention de mise à disposition d'un dispositif de recueil DR mobile dans le cadre des demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Monsieur le maire. Alors, note synthétique de présentation. Les administrés doivent en principe se rendre dans une mairie dotée d'un dispositif de recueil dans le cadre des demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Dans des cas particuliers, l'ANTS met à disposition de chaque préfecture de département un dispositif de recueil mobile aux fins notamment de prendre en charge les demandes de carte nationale d'identité des demandeurs qui ne sont pas en capacité de se déplacer vers une mairie équipée. Aux fins de répondre aux besoins des administrés, la présente convention a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles l'État met à disposition de la commune le dispositif de recueil mobile ainsi que la modalité d'utilisation de ce dernier. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des observations? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 12. Monsieur Sejeski, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Bagnols Country Dance. L'association Bagnols Country Dance a organisé en février 2023 un week-end country avec un bal ouvert à tous et une journée d'atelier avec une chorégraphie de renom. Cette manifestation a eu lieu à la salle multiculturelle et a rassemblé de nombreux participants du territoire et au-delà.
À cette occasion, l'association Bagnoles Country Dance a engagé des dépenses liées à l'organisation de cet événement et a dû prendre en charge de nombreux frais. L'association a sollicité une subvention pour compenser une partie des dépenses engagées. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Bagnoles Country Dance une subvention exceptionnelle de 700 €. Cette question a été présentée à la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et solidaire et à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 14, Madame Mussio. Convention entre la commune et la SAS Piscine Occitane. Ah, il y a un truc dans mon... Ouais, non. Ah, 13, excusez-moi. Convention entre l'école élémentaire Jules Ferry, les associations sportives de la ville pour l'organisation de classes à projet sport. Merci, Monsieur le maire. Aux côtés des partenaires éducatifs et notamment l'éducation nationale, un projet innovant s'est mis en place au sein de l'école Jules Ferry en septembre 2022. Il consiste à ce que 2 niveaux de classe bénéficient d'1h15 de sport en plus par semaine. Pour l'année 2023-2024, ce seront les CE1 et CE2 qui seront orientés sur la pratique sportive et cela concernera donc 6 classes. Après une année de fonctionnement, il est constaté un impact très positif sur l'évolution des enfants. Les enfants sont passionnés, cela se répercute sur les apprentissages, mais aussi sur l'ambiance générale de l'école. Les associations participantes se sont beaucoup investies, invitant même les élèves au match des seniors de leur club. Ils ont aussi enregistré des inscriptions d'enfants de l'école Jules Ferry dans leurs associations. Il a donc été décidé de reconduire le dispositif des classes à projet. Une convention entre l'école Jules Ferry, les associations sportives et la ville a été établie afin de pouvoir verser les subventions aux associations sur présentation d'un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque trimestre et visé par le directeur de l'école et le président de l'association. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre l'école Jules Ferry, les associations sportives et la ville, de verser les subventions correspondantes aux associations. Question présentée à la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive du mercredi 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Non. Bon, alors juste avant de le mettre au vote, moi je voudrais officiellement remercier les enseignants de l'école Jules Ferry qui jouent le jeu à fond sur ces appels, sur ces classes à projet, le directeur, les services de la mairie qui sont présents, tout le personnel, et puis remercier aussi les présidents d'associations qui jouent le jeu. Il faut savoir que cette année, nous avons une dizaine de dérogations positives pour intégrer le Jules Ferry grâce à ces classes à projet. Donc c'est le but qu'on recherchait, et ceci, on n'a pas pu le faire sans les membres de l'éducation nationale. Donc je les en remercie officiellement. Voilà, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc je vous remercie. Cette question numéro 13 est adoptée à l'unanimité. Enfin, la question numéro 14, convention entre la commune de la SAS Piscine Occitane et l'éducation nationale pour l'apprentissage de la natation pour les CP. La ville est signataire d'un projet éducatif de territoire dont les objectifs dans le cadre de l'accès aux loisirs des enfants sont la découverte de multiples activités pratiquées sur la commune, l'accessibilité pour tous aux associations sportives et culturelles bagnolaises, le plaisir de pratiquer une activité de façon ludique, sans compétition, tout en favorisant une large mixité sociale, une aide aux associations locales à se faire connaître, la création de passerelles pour accéder aux associations et diversifier l'offre éducative. Ainsi, aux côtés des partenaires éducatifs et notamment l'éducation nationale et grâce à un partenariat privé-public, la commune a souhaité poursuivre pour une seconde année scolaire le dispositif permettant à tous les enfants de cours préparatoires de bénéficier d'un apprentissage de la natation. Ainsi, pour l'année 2023-2024, tous les enfants de CP pourront bénéficier d'un cycle de 8 séances d'apprentissage. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour l'organisation d'activités en piscine sur le temps scolaire entre la commune, la SAS Piscine Occitane et l'éducation nationale, permettant ainsi de faire bénéficier à tous les élèves des cours préparatoires de la ville d'un cycle d'apprentissage de la natation. Question présentée à la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive du mercredi 23 août 2023.
Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jacquel. Oui, cette convention, c'est un peu pour remplacer le manque de piscines couvertes dans l'agglo du Garaudagny, en fait. Cette convention est surtout faite parce que nos petits du CP apprennent à nager. D'accord. Voilà. Oui, C'est surtout ça, c'est important. C'est ça qui nous sous-tend en permanence. C'est toute notre volonté, au même titre que le permis de vélo, que le permis piéton. Voilà, c'est d'apprendre à nos petits à pouvoir apprendre à nager. Voilà, on le fait et on le fait avec plaisir. Voilà. Bon, d'autres interventions? Je vous remercie. Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 15. Monsieur Couston, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. L'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a organisé le samedi 3 juin 2023 une journée d'initiation à la pêche de 9h à 17h pour les 6-12 ans à la passerelle de Carmignan. L'objectif de cette journée consistait à inviter un public jeune, filles, garçons, mais aussi parents et grands-parents au bord de la rivière pour découvrir la pêche, pour sensibiliser ce public à la protection de ce milieu aquatique fragile. Pour faciliter les prises et contenir les 20 kilos de truites lâchées au cours de la journée, un filet a été déployé dans la 16 en contrebas de la passerelle. Le président souhaite créer une école de pêche en 2024 afin d'éduquer les enfants à cette biodiversité différente selon les cours d'eau ou les lacs. L'association sollicite la ville afin d'obtenir une aide financière suite aux dépenses liées au matériel, cannes, filets et aux apports de poissons. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 450 € à l'association de pêche. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, avant de le mettre au vote, ce samedi a été une super journée. On était présents avec M. Cousson et on s'est régalé. Les pêcheurs ont joué le jeu à fond et les petits découvraient un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 16, attribution de subvention exceptionnelle à l'association sportive du collège Bernard du Ventadour, qui a mis les couleurs de bagnole haut. Les élèves du collège Bernard de Ventadour se sont particulièrement distingués lors des rencontres UNSS cette année en obtenant leur billet pour les finales nationales qui se sont déroulées du 19 au 22 juin 2023 à Épinal, dans les Vosges. Cette délégation, composée de 7 jeunes sportifs et 2 enseignants EPS, a représenté la ville de Bagnols et le département du Gard. Ils ont obtenu une 7e place sur 98 équipes. Par leur assiduité et leur engagement, ces élèves particulièrement investis au sein de l'association sportive du collège, mais également dans le milieu associatif local, symbolisent ce que le sport ambitionne de transmettre en termes de valeurs éducatives. L'association sportive du collège du Bosquet sollicite la commune afin d'obtenir une aide financière suite aux frais engendrés par les déplacements, la restauration et les nuitées. La ville entend soutenir et développer la pratique et l'animation sportive. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association sportive du collège Bernard de Ventadour une subvention exceptionnelle de 300 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Des votes? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 17, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive du collège du Bosquet. Décidément, nos collèges se distinguent. C'est vrai, le sport est une bonne discipline pour nos jeunes. Le collège du Bosquet a participé au championnat de France UNSS de tennis du 15 au 17 mai 2023 à Cherbourg. L'équipe positionnée en tête de série sur le tableau des rencontres était composée de 2 filles et de 2 garçons. Le premier tour a été perdu contre le collège de Beaucourt, mais les 2 suivants ont été remportés contre Reims et Aubière. Il termine 6e sur 11 équipes. Langrand Quentin, jeune arbitre officiel, obtenait la validation nationale et accède au niveau A1 d'arbitrage de la Fédération française de tennis. 4 élèves sur 11 ont décroché cette certification. Vous voyez que vous savez tout. L'association sportive du collège de Bosquet sollicite la commune afin d'obtenir une aide financière suite aux frais engendrés par leur déplacement, la restauration et les nuitées. La ville entend soutenir, développer la pratique et l'animation sportive. Il est donc proposé au conseil d'attribuer à l'association sportive
du Collège du Bosquet une subvention exceptionnelle de 600 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 18, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Bagnols-Marcoul-Sabran Tennis de table. L'association Bagnols-Marcoul-Sabran Tennis de table sollicite la commune afin d'apporter une aide au jeune joueur Adam Gomez, doté d'un talent exceptionnel. Il s'est classé numéro 1 de sa catégorie d'âge, Benjamin, moins de 12 ans, dans le Gard et en Occitanie pour la saison 2022-2023. Adam entre dans le top 8 des meilleurs Benjamins français. Il a par ailleurs remporté le tournoi international du Grand Est à Pont-à-Mousson en décembre 2022, le titre de champion du Gard des moins de 13 ans le 11 juin, et il a atteint le 4e tour du Critérium national Benjamin. Ce jeune pongiste a décroché la médaille de bronze avec l'équipe du Gard au championnat de France Intercomité en novembre 2022 à Barjouville et la 3e place en double au final des championnats de France Benjamin à Lille. Il se hisse au 7e rang national dans sa catégorie. Grâce au soutien du club et de sa famille, Adam a pu poursuivre sa saison sportive, son épanouissement et son ascension vers le haut niveau. La ville entend soutenir et développer la pratique et l'animation sportive. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association BMSTT. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets. Alors, Pont-à-Mousson, Cherbourg, Épinal, Lille, l'année prochaine, il faut qu'ils essayent d'aller dans le sud. Hein, parce que là c'est pas sexy, quoi. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, je mets cette question. Est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 17, attribution d'une subvention exceptionnelle au Rugby Club Bagnols-Marcoul. La famille du RCBM a perdu en début de saison l'un de ses joueurs, Anthony Martinez, est décédé brutalement à l'âge de 28 ans des suites d'un cancer. Fortement impacté, le club a souhaité créer un événement pour rendre hommage à Marty, joueur fidèle au club depuis sa plus tendre enfance. Le RCBM a donc organisé la première édition du Challenge Marty le samedi 17 juin 2023 sur les terrains des complexes sportifs Jean-Mermoz et Saint-Exupéry. Une partie des recettes de cette journée sera reversée à la Ligue contre le cancer, association choisie par la famille du joueur. 125 sportifs licenciés et non licenciés, répartis en 15 équipes, ont participé à la compétition de rugby touché. Les rugbyman portaient un maillot spécial offert lors de l'inscription et marqué du numéro 2 de Marty. Cette manifestation a mobilisé une trentaine de bénévoles. Elle s'est achevée par la retransmission de la finale du top 14 et une soirée festive animée par un DJ. Le rugby club Bagnols-Marcoul sollicite la ville afin d'obtenir une aide financière pour l'organisation de la première édition du Challenge Marty. Il est donc proposé au Conseil d'attribuer une subvention à l'association Rugby Club Marcoul de 2 000 €. C'est vrai que cette journée, il y avait de l'émotion, mais surtout le sens de l'amitié des rugbyman. Voilà. Et puis ça s'est terminé par une belle finale du top 14, donc c'était parfait. Voilà. Y a-t-il des interventions? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 20, Monsieur Couston, toujours attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Union Bouliste Bagnolaise. Qui est le jeu lyonnais ou la longue. L'association UBB a organisé à Bagnols-sur-Cèze les 28, 29 et 30 avril son Grand Prix Bouliste de la ville. Ces 66e journées boulistes de printemps ont été un événement d'ampleur nationale. Le vendredi 28 avril, la compétition a débuté par le Gentleman, qui a rendu une nouvelle fois hommage à Serge Deleuze. Chaque cadrette, 8 équipes, était composée d'un élu, d'un partenaire, d'une personnalité locale et d'un joueur de haut niveau. Cette compétition se déroule en 3 parties d'1 heure. Une remise de récompense et un apéritif dînatoire ont clôturé cette journée conviviale. Le samedi 29 et le dimanche 30, 32 équipes cadrettes de National M2 se sont confrontées pour le challenge Salvador Félix sur le carré d'honneur, le boulevard Lacombe et le boulodrome Balaguer. La finale a été remportée par l'équipe Ventajoux de Guérin. Ce concours national est la seule compétition à se dérouler en centre-ville, mais aussi dans le Languedoc-Roussillon. L'association sollicite une aide de la ville pour le financement de cette manifestation.
Il est donc proposé au Conseil une subvention exceptionnelle de 500 € à l'UBB. Merci. Là aussi, toujours très belle journée. Oui, très belle journée. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, la question numéro 20 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 21. Monsieur Couston, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association La Rose Bleue. Nos gymnastes, en collaboration avec la ville de Bagnols et suite à une sollicitation du comité départemental UFOLEP, l'association La Rose Bleue a organisé les demi-finales nationales de gym au complexe Les Eyrieux le samedi 13 mai et le dimanche 14 mai 2023. Cette manifestation répondait à un cahier des charges spécifique à une réglementation contrôlée par la Commission nationale de gymnastique artistique. Le nombre d'équipes inscrites imposait au club d'organisateurs la mise en place d'un triple plateau dans la salle polyvalente, 2 barres asymétriques, 3 poutres, 3 pistes de saut, impraticable de 14 par 14 et une zone de repos. Et d'une salle d'échauffement indépendante située dans la salle Richard Paris. 50 bénévoles se sont relayés pendant le week-end afin d'accueillir 500 gymnastes répartis en 42 équipes, 47 juges et 3500 personnes, publics, dirigeants, entraîneurs et parents. 2 équipes de la Rose Bleue se sont qualifiées pour le championnat de France à Paris. Cette compétition fut lourde à organiser, humainement et financièrement. 7 200 € ont été dédiés à la location du matériel et des transports. Mais le club FR est fier d'avoir fait rayonner ses gymnastes, ses bénévoles, sa ville et son département au niveau national. L'association sollicite la ville afin d'obtenir une aide financière. Il est donc proposé d'attribuer une subvention de 8 000 € à la Rose Bleue. Très belle journée aussi, et très complexe, comme je l'ai dit dans le texte, à organiser, mais un très beau succès. Et ils ont eu un peu de casse de matériel en plus. Ouais. Pour bien faire. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question 21 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 22, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Football Club Bagnols Escanot. L'association Football Club Escanot FCBE a organisé le samedi 24 juin 2023 et dimanche 25 juin 2023 un tournoi senior en semi-nocturne de 18h à 24h, ouvert à tous sur préinscription sur le terrain synthétique Léo Lagrange. Cette compétition a réuni 4 arbitres, 24 équipes de 10 joueurs qui se sont opposés par demi-terrain. La 3e édition fut une belle réussite. 400 personnes, spectateurs et joueurs étaient présentes sur les 2 jours de l'événement. L'association FCBE sollicite la ville afin d'obtenir une aide financière pour l'organisation de ce tournoi. Il est proposé d'attribuer à l'association FCE Escanot une subvention exceptionnelle de 500 €. Là aussi, très belle journée sur un stade qu'on apprécie avec notre belle pelouse synthétique qui fait plaisir à tous les sportifs de foot. Merci. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 23. Concession de reconversion de l'îlot Carcachène, appropriation du compte-rendu annuel à la collectivité pour l'année 2022. En 2021, la commune de Bagnols-sur-Cèze a engagé une réflexion sur la requalification de l'îlot de Carcachène, situé à la jonction entre le centre historique Cœur de Ville et le quartier des Escanots, projet lauréat du dispositif national Front Friche. Depuis octobre 2021 et en vertu des délibérations 2021-10-79, ce projet fait l'objet d'une concession d'aménagement conduite par la SPL 30. En application des articles du Code d'urbanisme et de l'article suivant du Code de la commande publique, le concessionnaire fournit chaque année un compte-rendu d'activité à la collectivité CRAC, dont une synthèse est présentée ci-après. Fait marquant, le CRAC portant sur l'année 2022 présente l'activité suivante: passation de marché, marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction et le désamiantage, pour la déconstruction et le désamiantage, marché de maîtrise d'œuvre de l'aménagement urbain, marché de contrôle technique et coordination SPS, marché d'études géologiques, marché de diagnostic matériaux et déchets. Signature d'une convention de groupement de commandes avec Habitat des Gares, l'obtention du permis de démolir, le dépôt du permis d'aménager préalable à la réalisation du projet, le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt à l'attention de promoteurs pour la partie privée du projet et l'acquisition foncière de l'emprise de l'ancien Intermarché conformément au prix prévisionnel fixé. Évolution du bilan, le CRAC de 2022 sur la concession d'aménagement de l'îlot Carcachène fait apparaître un bilan prévisionnel actualisé, toujours à l'équilibre,
comptant 2 661 804 € hors taxes en dépenses et 2 674 984 € hors taxes en recettes, sachant que le niveau de recettes, notamment la subvention du fonds friche, sera réajusté sur le niveau de dépenses lors de la clôture de l'opération. Les montants de travaux ont été affinés à la baisse. Concernant les travaux de dépollution et de déconstruction qui présentent de nombreux imprévus, des sommes ont été provisionnées dans le respect du bilan prévisionnel. L'évolution des participations, la participation directe de la commune de Bagnols-sur-Cèze à hauteur de 78 068 € reste inchangée. Il est demandé donc au Conseil municipal d'approuver le CRAC 2022 relatif à la concession d'aménagement de l'îlot de Carcachène annexé à la présente délibération et d'approuver le bilan financier de la dite concession arrêtée au 31 décembre 2022. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Alors je vais question numéro 24. Monsieur Berthemieux, démarche réglementaire pour la création de la passerelle Maya. Merci, monsieur le maire. Donc, le pont Schumann, liaison entre le sud et le nord de la ville au-dessus de la Cèze, apparaît inadapté au mode doux. Cet ouvrage n'est pas évolutif. De ce fait, afin de permettre un passage optimal des modes doux, la seule et unique solution est la création d'une passerelle indépendante du pont et fondée sur des pieux et massifs dans le lit de la Cèze. La réalisation d'un tel ouvrage induit l'obtention préalable de diverses autorisations réglementaires. De fait, il convient de décider de conduire l'ensemble des démarches réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette opération et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. Il est proposé au conseil municipal de décider de conduire l'ensemble des démarches réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette opération et notamment une déclaration simplifiée loi sur l'eau pour les sondages géotechniques, une autorisation de défrichement, une autorisation loi sur l'eau et plus globalement toute autre procédure indispensable, notamment au titre du Code de l'environnement. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. Question présentée à la Commission de travaux et aménagement urbain, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question 25. Monsieur Berthemieux, désaffection du suivi du déclassement du domaine public des parcelles cadastrées BI 158 et BI 159. Afin d'acter la cession des parcelles BI 158 et BI 159 à la SPL 30 dans le cadre de la concession d'aménagement en date du 14 octobre 2021, la commune souhaite qu'il soit constaté dans un premier temps sa désaffectation matérielle conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité du service public, de toute affectation à l'usage direct du public, et dans un second temps de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre son classement dans le domaine privé de la communale. Concernant l'unité foncière constituée par les parcelles BI 158 et BI 159, il s'agit d'une construction ancienne qui était utilisée en locaux professionnels et qui arbitrait les services du Centre communal d'action sociale, le CCAS. À l'arrière du bâtiment, les locaux étaient aménagés pour accueillir des associations, locaux, hangars sanitaires, bureaux, commerces et cours. Le bâtiment du CCAS comprend une superficie de 638 m² et un bâtiment accueillant des associations fait sur 625 m². Question présentée à la Commission des travaux d'aménagement, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 26, monsieur Berthemieux. Désaffection suivie du déclassement du domaine public des parcelles cadastrées BM 180 et BM 187, ancien EHPAD du Bosquet. Par acte du 24 juillet 2023, la commune a fait l'acquisition auprès d'Habitat du Gard de la friche de l'ancien EHPAD du Bosquet. La prise de propriété a été faite via un transfert du domaine public, de domaine public à domaine public, car Habitat du Gard n'avait pas déclassé le bâtiment au préalable. Il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffectation des parcelles cadastrées BM 181 et BM 187, constituant un ancien EHPAD, celle-ci étant justifiée par l'interruption de toute mission du service public et par l'absence d'usage direct par les usagers.
d'approuver leur déclassement du domaine public communal pour les faire entrer dans le domaine privé communal, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Question présentée par la Commission de travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Pommier. Juste une question. A-t-on une idée du devenir de ces 2 parcelles? Non, pas du tout. Pour l'instant, pas d'idée. Pour l'instant, on libère, on fait l'acquisition. Je pense que, je vous l'avais déjà dit, mais l'avenir sera plutôt dans quelque chose autour de la déconstruction, parce que ce bâtiment est très très compliqué à rénover. Hein, voilà. Donc, mais pour l'instant, on l'a acquis et on le déclasse. Voilà. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 27. Monsieur Berthemieux, approbation de la dénomination d'une voie privée chemin de l'hiver. Pour faciliter le repérage d'une habitation située au nord de la commune et dont l'accès se fait par la commune de Saint-Gervais, il convient d'identifier clairement l'adresse de cet immeuble. La dénomination d'une voie privée relève de la compétence du propriétaire, mais cette compétence s'exerce sous le contrôle du maire. En l'espèce, M. Christian Clavel a proposé de dénommer cette voie chemin de l'hiver afin que cela soit en cohérence avec la dénomination du chemin communal qui permet l'accès à l'habitation et qui est situé sur la commune de Saint-Gervais. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination chemin de l'hiver pour la voie privée desservant l'habitation située sur la parcelle AB55, d'ajouter le chemin de l'hiver à la liste des voies nommées de la commune, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Question présentée à la Commission de travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je pense que, connaissant le dossier, M. Clavel va être enfin heureux d'avoir le courrier qui lui arrive chez lui. Voilà. Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, je vous remercie. Cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 28. Acquisition de la parcelle BC 98 6 quartier Moulin de la Tour Ouest au consort Sceaux. Alors, la commune a sollicité les consorts Sceaux afin d'obtenir l'acquisition de leur parcelle BC 98, site quartier Moulin de la Tour Ouest. Cette acquisition est rendue nécessaire par le projet de la création de la passerelle mode doux en amont du pont Schumann. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir au prix des consorts Sceaux la parcelle cadastrée BC 98 d'une superficie de 24 083 m² au prix de 66 300 €, frais de notaire à la charge de la commune. Autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer acte à intervenir et tout document se rapprochant de cette affaire. Question présentée à la Commission de travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro, alors il ne faut pas que je monte, 29. Monsieur Berthemieux, acquisition des parcelles AY 256, 257, 270, 273, 275, 277 et 284, rue de Loré de Saduran et impasse de Loré de Saduran, appartenant à la société foncière Bama, classement de ces parcelles dans le domaine public communal. La commune a été sollicitée par la SS foncière Bama pour la rétrocession à l'euro symbolique des voiries et de leur dépendance de lotissement de Loré-Saduran 1. Les voies présentent des caractéristiques nécessaires à leur intégration dans le domaine public communal. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles cadastrées AY 256, 257, 270, 273, 275, 277 et 283 d'une superficie totale de 3 385 m² et d'un linéaire de voirie de 340 mètres linéaires, 6 rue Loré de Saduran et impasse de Loré de Saduran auprès de la SAS foncière Bama. Les frais de notaire seront à la charge de la SAS foncière Bama. De classer ces parcelles dans le domaine public communal. Merci. Y a-t-il des interventions? Question présentée. Y a-t-il des interventions?
Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 30, autorisation de signature de la convention de rétrocession en vue de l'acquisition des voies et de leur dépendance du lotissement Loré de Sadurand 2, classement de ces voies dans le domaine public communal et dénomination. Alors, par permis d'aménager PA 030 028 22 W 007, la commune a autorisé par décision du 4 avril 2023 la création d'un lotissement de 19 lots à bâtir avec espace commun à la SAS Foncière Bama. La SAS Foncière Bama a présenté une demande tendant à ce que les voiries du lotissement puissent être rétrocédées à la commune après réalisation et une fois que 16 des 17 lots auront réalisé leurs grosses œuvres. Les modalités de cette rétrocession seront fixées par convention. Les propriétaires de parcelles objets des travaux et la SAS Foncière Bama ont proposé de dénommer cette voie rue Cordélia. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention de rétrocession de la voie et de ses dépendances à l'issue des opérations d'aménagement de lotissement de Loré-Sadurand 2, d'acquérir à l'euro symbolique selon les modalités prévues par la convention les parcelles constitutives de voirie et leurs dépendances pour une superficie de 2670 m² et d'une longueur de voirie de 315 mètres linéaires, de dénommer cette voie rue Cordélia et de la classer dans le domaine public communal. Question présentée à la Commission des travaux aménagement urbain, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je la mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 31, Monsieur Berthaumieux. Alors, la SAS Foncière Bama a déposé une demande de permis d'aménager le 19 juin 2023 pour la réalisation d'un lotissement de 19 lots à usage d'habitation avec espace commun. Dans le cadre de ce permis d'aménager, la SAS Foncière Bama a présenté une demande attendant que les équipements communs de lotissement puissent être rétrocédés à la commune après réalisation d'au moins 16 à 19 lots à bâtir de lotissement. Les modalités de cette rétrocession seront fixées par convention. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention de rétrocession des voies et de leurs dépendances à l'issue de l'opération d'aménagement de lotissement des terrasses de la chapelle, d'acquérir à l'euro symbolique selon les modalités prévues par convention les parcelles constitutives de voirie et de leurs dépendances pour une superficie de 2760 m² et d'une longueur de voirie à créer de 200 mètres linéaires, de dénommer cette voie rue des Terrasses de la Chapelle et de classer cette voie dans le domaine public communal. Question présentée à la Commission de travaux d'aménagement urbain, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je la mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 32, classement de la parcelle AY 258, AY 271 et 273, 6 chemin de Saint-Durand, dans le domaine public communal. La commune a fait l'acquisition de parcelles nécessaires à l'élargissement du chemin de Sadurand. Ces parcelles sont désormais constitutives à la voirie communale. Il convient donc de les classer dans le domaine non cadastré. Il est proposé au conseil municipal de classer les parcelles AY 258, AY 271, AY 274, 6 chemin de Sadurand, d'une superficie totale de 785 mètres dans le domaine public communal. Question présentée à la Commission de travaux d'aménagement urbain, environnement et cadre de vie du 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 33, acquisition de l'impasse des vignes cadastrées AY 154, 156, 157, 160, 161 et 162, classement de 7 voies dans le domaine public communal. L'association syndicale libre du lotissement Les Grenaches a sollicité le classement de l'impasse des vignes dans le domaine public communal. La voie présente les caractéristiques nécessaires à son intégration dans le domaine public communal. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles cadastrées AY 154, 156, 157, 160, 161 et 162 d'une superficie de 1280 m² et d'une longueur de 111 mètres linéaires constituant l'assiette foncière de la voie de l'impasse des vignes, de classer cette voie dans le domaine public communal. La question a été présentée en commission de travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie, ainsi qu'à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique le 23 août 2023. Merci, Monsieur Berthaumieux. Y a-t-il des interventions?
Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 34. Monsieur Berthemieux, ouvert de l'enquête publique pour le transfert d'office dans le domaine public communal de la rue Saint-Michel. Par délibération du 20 avril 2013, le conseil municipal a approuvé la cession amiable de la voie privée dénommée rue Saint-Michel à la commune pour le transfert dans le domaine public communal. Cependant, l'ancienneté du lotissement, antérieure à 1956, rend impossible l'obtention des actes de propriété auprès des services des hypothèques et par conséquent rend impossible le transfert amiable. De ce fait, il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 036/2013 en date du 20 avril 2013 relative à la cession amiable de la voie dénommée rue Saint-Michel, cadastrée BC9 à la commune pour transfert dans le domaine public communal, d'approuver le principe du classement d'office dans le domaine public communal de la voie dénommée rue Saint-Michel, cadastrée BC9 d'une superficie de 1620 m² et d'une longueur de 200 mètres linéaires, d'autoriser Monsieur le maire à lancer l'enquête publique dont les modalités seront précisées par voie de publication. La question a été présentée en commission de travaux, aménagement urbain et environnement et cadre de vie le 23 août 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Monsieur Berthemieux, je vous dis rien, mais j'ai connu votre place et c'est vrai que c'est rébarbatif, mais c'est hyper important pour la commune. Donc merci de ce travail, voilà, que vous faites avec l'aide de vos services. Voilà. Merci, donc j'ai les deux questions sur table. La première qui est la désignation du référent de déontologue de la commune, dont l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales qui traite de la charte de l'élu local a été complété par les éléments suivants. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Le référent déontologue peut être saisi dans le but, pour tout élu local de la commune. Il pourra être saisi par voie écrite, par courrier à l'adresse suivante. Je vous la laisse. Les saisines du déontologue devront être cachetées et porter la mention confidentielle. Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue qui mentionnera la date de la réception et rappellera le cadre réglementaire de la réponse. Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires et recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Le référent doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner M. Laïc Guy, avocat honoraire, ancien bâtonnier, formateur en déontologie, pour exercer cette mission. Il sera rémunéré par une indemnité de vacation d'un montant de 80 € par dossier, conformément à l'arrêté du 2 décembre visé. Cette indemnité sera versée par la commune. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Deuxième question sur table. Travaux place Bertin-Bassin, révision du périmètre relatif à l'aide financière exceptionnelle pour la perte d'exploitation des commerces. En 2022-2023, la ville de Bagnols a conduit les travaux de réaménagement de la place Bertin-Bassin dans le cadre du programme d'action Cœur de Ville. Malgré des efforts effectués pour maintenir les circulations et accès au commerce sur l'ensemble de la période de travaux, des impacts sur l'activité des commerces riverains de la place sont indéniables. Par délibération du 14 juin 2023, la ville a donc mis en place un dispositif d'aide financière visant à compenser les pertes d'exploitation des commerçants sur un périmètre défini. Pour rappel, conformément à la délibération 23-126 aussi, cette aide est indexée sur la moyenne des bilans des exercices 2021 du 1er au 31 décembre et en 2022 du 1er au 31 décembre et bilan 2023 sur les mêmes du 1er janvier au 30 juin 2023 certifié par un expert comptable se trouve plafonné à la somme de 5 000 €. Toutefois, les impacts de chantier constatés s'avèrent
aller au-delà du périmètre défini, puisque l'ensemble de la rue Fernand-Crémieux semble avoir souffert des préjudices liés aux ruptures d'accès par les travaux. Ainsi, il est proposé d'étendre le périmètre d'application de cette aide financière comme suivant. Donc, moi, ça fait suite à une intervention, je crois que c'était de M. Premier qui s'était posé la question. J'ai personnellement fait l'ensemble de la rue Crémieux avec Mme Rouquayrol, qui n'est pas présente aujourd'hui. On a rencontré tous les commerçants bien plus haut. Et il s'avère que c'était une réalité. Donc, on a préféré aujourd'hui modifier ce périmètre qui, je l'espère, englobera la totalité des commerces touchés. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Les communications de la décision du maire, elles vont de 2023-06 à 2023-08-11. Pour la 7, c'est l'attribution du marché d'assurance dommages ouvrages avec extension constructeur non réalisateur pour la réhabilitation du centre culturel Léo Lagrange, la vente des billets de spectacle des manifestations culturelles estivales, l'avenant à la convention de concours technique Vigifoncier numéro 30-20-03, l'acceptation de don Alain Ferbe Garanger qui est pour le musée, et l'avenant numéro 1 au marché de travaux pour les lots 1, 2, 3, 3B, 6, 7, 8, 9, 18 de réhabilitation du centre culturel Léo Lagrange de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Voilà. Sur ce, j'ai reçu, alors aussi à 13h cet après-midi, des questions. Ah oui, excusez-moi, il restait les marchés. Je savais bien qu'il me restait un truc, là je ne l'avais plus en tête. Voilà. Donc là, les marchés, la liste des marchés qui ont été signés et notifiés au 1er janvier 2023, du 1er janvier 2023 au 30 août 2023. Donc vous en avez la liste derrière. Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement urbain pour le CEREG, la mise en accessibilité de l'école Jean Jaurès pour les ancrages et fixations, la mise en accessibilité de gros œuvres maçonnerie, façade, étanchéité pour la société Châtaignier, toujours sur le lot 4, l'ascenseur pour la société TK et élévateur, toujours dans l'accessibilité, le lot 6 et qui pour la SNEF, le lot 4, excusez-moi, espace vert pour la place Bertin-Boissin à la société ID Verde, la maintenance annuelle, entretien, dépannage des bornes d'escamotables d'accès aux bornes foraines pour les bornes de recharge de véhicules électriques à la société ET Valette, la conception et la réalisation d'un espace pump track, ça y est, j'y arrive, de pump track à la société E2S Compagnie, la fabrication et pose d'une véranda en aluminium à la société Aluspace, le travaux de déploiement et maintenance du système de vidéo de surveillance urbaine et sonorisation de la ville à la société Georgie et établissement Citéos, entreprise Citéos, la mise en œuvre pour l'aménagement de la porte des escanots à la société CEREG et la gestion et la maintenance de l'éclairage public et illumination festive et éclairage sportif de la signalisation tricolore, de la rénovation des installations d'éclairage et la signalisation tricolore afin de localisation des illuminations de festivités pour la commune de Bagnols-sur-Cèze à la société Georgie entreprise Citéos. Voilà, donc voilà l'ensemble des marchés qui ont été passés. Sur ce, donc il faut que je reprenne, je ne sais plus où c'est. J'ai reçu cet après-midi à 13h un ensemble de questions orales par mail. Donc je les ai reçus à 13h exactement, 13h10. Donc j'apporterai une réponse à ces questions lors du prochain conseil municipal. Voilà. C'est bon. Je vous remercie. Je mets fin au conseil municipal. Je vous donne rendez-vous le prochain, c'est le 29 novembre. Allô. Le 29. Oui, monsieur. On a le droit de poser les questions. C'est dans le règlement. Dans le règlement intérieur. J'ai clos le conseil municipal. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal. Merci.